Ce matin-là, rien ne laissait présager que quelque chose changerait en moi. Le soleil filtrait doucement à travers les rideaux, le parfum du café emplissait la cuisine, et les rires des enfants résonnaient déjà dans le couloir. C'était samedi, et comme chaque été, nous avions décidé d'aller passer la journée à la plage. J'aimais ces moments. Ils me donnaient l'impression de tenir entre mes mains un fragment de bonheur simple, préparer les serviettes, vérifier la glacière, rassembler les jouets de sable. Tout semblait ordinaire, presque mécanique, et pourtant rassurant. Mon mari, fidèle à lui-même, s'affairait avec sérieux. Il comptait les bouteilles d'eau, vérifiait 2 fois la crème solaire, rangeait le coffre avec une précision militaire. Parfois, cette manie me faisait sourire, parfois elle m'agaçait, mais je savais qu'elle faisait partie de lui. Et moi, dans ce tableau, j'étais la mère attentive, l'épouse organisée, celle qui veille au bon déroulement des choses. Puis il y avait Lucas, mon beau-fils. Il n'était pas bruyant comme les autres, il n'exprimait pas son excitation par des rires ou des courses dans la maison. Lui restait en retrait, les écouteurs vissés dans les oreilles, le regard perdu vers je ne sais où. Il semblait toujours ailleurs, comme suspendu entre 2 mondes, présents, mais lointains. Je ne peux pas dire que notre relation ait été conflictuelle. Non, c'était autre chose, un espace vide, une distance silencieuse que je n'avais jamais su combler. J'avais essayé parfois, maladroitement, mais rien ne semblait suffire. Et ce matin-là, alors qu'il passait son sac sur l'épaule, je l'ai observé, sans savoir pourquoi. Une impression étrange m'a traversé. Une sorte de frisson furtif, que j'ai aussitôt balayé de mon esprit. J'ai repris le cours de mes gestes. J'ai fermé la porte derrière nous, rassemblé les enfants qui couraient déjà dans l'allée. Après tout, ce n'était qu'une journée de plage. Rien de plus banal. Dans la voiture, l'ambiance était joyeuse. Les petits chantaient, riaient, posaient 1000 questions. Mon mari, concentré sur la route, souriait malgré lui. Et Lucas, comme toujours, fixait le paysage par la vitre, coupé du reste par le fil invisible de ses pensées. Je le regardais parfois à travers le rétroviseur, discrètement. Et chaque fois que mes yeux croisaient son reflet, je détournais aussitôt la tête, comme si j'avais été prise sur le fait. En moi, je cherchais des excuses. Ce n'était que de la maladresse. Ce fossé entre une belle-mère et un beau-fils était naturel, presque inévitable. Je voulais y croire. Lorsque nous sommes arrivés, la plage brillait déjà sous un soleil éclatant. Le sable était chaud, les vagues se brisaient avec douceur, et l'air marin avait cette odeur de sel et de liberté qui me donnait toujours l'impression d'échapper au quotidien. Les enfants ont couru en hurlant de joie, jetant leurs sandales au passage. Mon mari, fidèle à ses habitudes, a commencé à planter le parasol, à étaler les serviettes, à organiser notre petit campement. Moi, je me suis laissé envelopper par le spectacle. Le rire de mes enfants, la chaleur du sable, le bruit des vagues. Tout ressemblait à un instant parfait, une image digne d'une carte postale. Et pourtant, derrière cette perfection, une fissure se dessinait déjà en moi. Minuscule, presque imperceptible, mais bien réelle. Je me suis baignée avec les enfants, j'ai ri avec eux, j'ai pris des photos. J'ai joué mon rôle, comme toujours. Mais chaque fois que mon regard croisait celui de Lucas, chaque fois que son ombre se glissait dans mon champ de vision, quelque chose changeait en moi. Ce n'était pas un battement de cœur plus rapide, pas une attirance claire. Non, c'était autre chose. Un trouble diffus, une sensation différente, qui m'empêchait de rester totalement en paix. Et je ne comprenais pas. Je ne voulais pas comprendre. Le soir venu, en repensant à cette journée, je me suis dit que tout avait commencé là. Non pas avec une parole ou un geste précis, mais avec une impression. Une vibration intérieure que je n'avais pas su ignorer. Une journée banale, une sortie en famille, un moment de bonheur ordinaire. Et pourtant, ce jour-là, j'ai franchi sans m'en rendre compte le seuil d'un labyrinthe intérieur dont je ne connaissais pas encore l'issue. Parce qu'au fond, ce ne sont pas toujours les grandes décisions qui bouleversent une vie. Ce sont les détails, les silences, les regards, les choses qu'on n'ose pas nommer, mais qui résonnent en nous plus fort que tout le reste. Et moi, ce matin-là, j'étais déjà en train de perdre un peu de mes certitudes. Le sable glissait entre mes orteils comme une poudre tiède, et le vent marin déposait sur ma peau une caresse salée. Autour de moi, tout respirait la joie et la simplicité. Mes enfants couraient dans l'eau en riant, leurs éclats de voix se mélangeant au roulis régulier des vagues. Mon mari, détendu pour une fois, s'appliquait à planter le parasol, arrangeant les serviettes avec une précision presque comique. Je les observais comme on contemple une peinture. Chaque détail semblait parfaitement à sa place, la lumière dorée du soleil, les jeux insouciants des petits, le sourire satisfait de mon mari. Oui, tout ressemblait à ce bonheur tranquille que l'on rêve d'avoir, que d'autres envient, et que moi, je vivais pleinement, du moins en apparence. Parce qu'au fond, une dissonance s'invitait en moi. Une sensation subtile, à peine perceptible, mais bien présente. Comme un murmure qu'on n'entend pas encore clairement mais qui ne cesse de frapper à la porte. Je me forçais à chasser cette impression. Je riais avec mes enfants,
je posais pour les photos, je goûtais à la fraîcheur de l'eau. Je voulais m'ancrer dans l'instant, m'enivrer de cette normalité lumineuse. Pourtant, chaque éclat de rire résonnait en moi comme un rappel cruel. Quelque chose clochait. C'est alors que mon regard s'est posé sur Lucas. Assis un peu en retrait, les pieds dans le sable, il contemplait l'horizon. Ses écouteurs pendaient mollement autour de son cou, mais il ne semblait pas écouter de musique. Non, il était perdu ailleurs. Dans un monde intérieur qui lui appartenait seul. Et c'est là que j'ai compris pourquoi je ne me sentais pas totalement en phase avec ce tableau de bonheur. Parce que lui, Lucas, ne faisait pas partie de cette joie éclatante. Il la regardait de loin, avec cette gravité silencieuse qui le caractérisait. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de lui. Pas parce que je le voulais vraiment, mais parce que sa différence contrastait tellement avec le reste. Là où mes enfants incarnaient la légèreté pure, lui était l'opposé, une énigme, une ombre posée dans un décor lumineux. Et cette ombre résonnait en moi, comme un miroir, comme si, en lui, je retrouvais cette part silencieuse de moi-même que je refusais de regarder en face. Je me suis surprise à me demander ce qu'il voyait, lui, dans cet horizon infini. Était-ce de la lassitude, de la tristesse, ou simplement ce mélange de mélancolie et de colère que portent tant d'adolescents? Peu importait, ce qui comptait, c'est que ces silences réveillaient les miens. J'ai alors détourné le regard, presque honteuse. J'ai plongé avec les enfants, laissant les vagues m'éclabousser, comme pour laver mes pensées. L'eau m'enveloppait, rafraîchissait mes doutes, et pendant un instant, je me suis dit que ce malaise disparaîtrait avec le sel de la mer. Mais à peine sorti de l'eau, mon trouble est revenu. Mes yeux l'ont cherché malgré moi, et cette fois encore, je l'ai trouvé assis, immobile, le regard fixe. Et dans ma poitrine, une sensation étrange s'est installée. Pas de l'amour, pas un désir clair, quelque chose de plus diffus, de plus insidieux, un vertige. Je regardais mon mari, occupé à aider les petits à creuser un trou dans le sable. Son visage était apaisé, familier, rassurant. Tout en lui respirait la constance, la solidité. Mais dans ce contraste, je ressentais un manque que je n'avais jamais osé nommer. Alors je me suis dit que ce n'était rien. Juste un caprice de l'esprit. Une illusion née de la fatigue, de la chaleur, de l'été. Oui, c'était ça. Ce n'était rien. Mais au fond, je savais que ce n'était pas rien. Parce que ce malaise ne venait pas de l'extérieur. Il venait de moi. La journée a continué. Les heures ont passé dans le sable chaud, entre rire et éclaboussures. Le soleil a gravi son sommet puis amorcé sa descente, projetant sur la mer des reflets d'or et de cuivre. Tout semblait parfait. Et pourtant, pour moi, ce bonheur avait un goût étrange. Comme une eau trop douce qui cache en réalité des courants puissants. Je l'ai compris alors, la perfection est parfois un leurre. Elle brille en surface, mais sous cette lumière, des fissures invisibles s'élargissent. Lucas n'avait rien dit, rien fait, mais sa simple présence suffisait à révéler en moi une faille que je n'avais jamais soupçonnée. Et c'est ce jour-là que j'ai commencé à comprendre. Parfois, le plus grand bouleversement ne vient pas d'un événement spectaculaire, mais du simple reflet d'un bonheur trop parfait pour être vrai. Depuis le début, j'ai toujours senti que ma relation avec Lucas ne serait pas simple. Pas conflictuelle, non, mais complexe, délicate. Comme un fil invisible tendu entre nous, fragile et difficile à apprivoiser. Être belle-mère, c'est occuper une place étrange. On n'est pas la mère, on n'est pas une étrangère non plus. On se tient quelque part au milieu, dans un rôle incertain qu'il faut inventer jour après jour. On veut bien faire, on veut accueillir, mais il y a toujours cette barrière subtile, cette frontière invisible qui rappelle qu'on n'est pas la première, qu'on n'est pas l'origine. Avec Lucas, cette frontière s'était installée très tôt. Il n'était jamais agressif, jamais insolent. Mais il gardait toujours cette distance. Une politesse froide, un silence qui pesait parfois plus que des mots. Je m'y étais habituée, je m'étais convaincue que c'était normal, que le temps finirait par arranger les choses. Mais ce jour-là, à la plage, j'ai senti que cette distance prenait une autre forme. Lucas avait changé. Ce n'était plus le petit garçon timide qui détournait les yeux quand je lui parlais. C'était un adolescent qui prenait de la place sans rien dire. Son corps avait grandi, ses traits s'étaient affirmés, et dans son regard se lisait une gravité que je ne savais pas décoder. Je me souviens précisément de ce moment. J'étais assise sous le parasol, mon mari parti acheter des glaces et les enfants occupés à faire des châteaux. Lucas s'est approché, silencieux comme à son habitude, et s'est assis à quelques pas de moi. Pas trop près, pas trop loin non plus. Juste à une distance calculée, comme s'il savait instinctivement jusqu'où il pouvait s'approcher sans franchir une limite. Il a retiré ses écouteurs et fixé la mer. Son profil, découpé par la lumière, m'a frappé. C'était lui, bien sûr. Mais quelque chose avait changé. Dans la courbe de sa mâchoire, dans la fixité de ses yeux, dans cette aura de retrait. Je ne voyais plus un enfant. Pas encore un adulte non plus. Mais autre chose, entre les deux, une zone troublante que je n'étais pas prête à affronter. Pour rompre le silence, j'ai parlé. Une banalité, un commentaire sur le ciel, sur la beauté de l'eau.
Ma voix sonnait trop légère, presque forcée. Il a haussé les épaules, comme il le faisait toujours. Mais cette fois, j'ai cru voir un sourire fugace. Infime, presque imperceptible, mais suffisant pour me désarmer. Je n'ai rien dit de plus. Je me suis contentée de détourner les yeux, le cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait dû. Ce n'était rien, je me répétais. Rien qu'une impression, rien qu'une maladresse de mon esprit. Mais ce « rien » avait laissé une trace en moi. Quelques instants plus tard, j'ai rejoint les enfants dans l'eau, comme pour me purifier de ces pensées. J'ai plongé, ri, éclaboussé, me forçant à me perdre dans leur insouciance. Mais même là, je sentais son regard derrière moi. Était-ce réel, ou bien ne était-ce que mon imagination? Je ne pouvais pas le savoir. Mais l'idée seule suffisait à me troubler. Lucas n'avait pas besoin de dire un mot. Sa simple présence suffisait. C'était ça, le plus déroutant. Il n'avait rien fait pour me provoquer, rien fait pour m'attirer. Mais il était là, comme une ombre silencieuse qui réveillait en moi quelque chose que je n'avais pas envie de voir. Et ce jour-là, j'ai compris que mon malaise ne venait pas de lui uniquement. Il venait aussi de moi. De mes failles, de mes manques, de mes contradictions. Lucas n'était pas seulement mon beau-fils distant. Il devenait malgré lui un miroir. Un rappel que, derrière mon rôle d'épouse et de mère, il existait encore une femme pleine de zones d'ombre. En quittant la plage ce soir-là, tout paraissait normal. Les enfants riaient encore, mon mari conduisait, et Lucas regardait par la vitre comme toujours. Mais moi, je savais que quelque chose avait basculé. Rien de visible, rien d'avoué. Une fissure, une tension, une vérité que je ne voulais pas encore nommer. Lucas, l'intrus familier, venait de devenir le centre invisible de mes doutes. Le silence, je l'avais toujours perçu comme une forme de paix. Mais ce jour-là, sur cette plage, j'ai découvert qu'il pouvait aussi devenir un fardeau. Entre Lucas et moi, ce silence avait pris une densité particulière, comme un mur invisible qui nous séparait et nous liait à la fois. Tout autour de nous, la vie grouillait. Les cris des enfants, le ressac des vagues, le vent qui gonflait les parasols voisins. Mais entre lui et moi, il n'y avait rien. Rien, et pourtant tout. Car dans ce vide, chaque geste, chaque détail prenait un sens démesuré. Je me suis mise à remarquer des choses que je n'aurais jamais relevées en d'autres temps. Sa main qui effleurait machinalement le sable pour y tracer des lignes. Son tic nerveux quand il mordillait l'intérieur de sa joue. Ses yeux qui, parfois, se posaient sur moi avant de se détourner trop vite. Des riens, mais des riens qui, dans ce silence, devenaient assourdissants. Mon mari, lui, ne voyait rien. Il riait avec les enfants, creusait des trous dans le sable, prenait des photos. Pour lui, la journée n'était que légèreté. Mais moi, je portais cette impression étrange, comme si quelque chose s'était glissé dans mon cœur sans que je puisse l'arrêter. Je me répétais que j'exagérais. Que c'était moi, seulement moi, qui lisais dans ce silence des choses qui n'existaient pas. Et pourtant, chaque fois que Lucas s'approchait ou que son ombre frôlait mon espace, mon souffle changeait. À un moment, j'ai tenté de briser cette tension. Je lui ai demandé s'il voulait aller nager ou rejoindre les petits pour jouer. Sa réponse a été brève, presque froide. Non, ça va. Puis il a replongé dans son mutisme. Et moi, j'ai ressenti ce refus comme une gifle silencieuse. Non pas parce qu'il rejetait ma proposition, mais parce qu'il me renvoyait à cette barrière entre nous. Une barrière que ni lui ni moi ne semblions savoir comment franchir. Alors j'ai cessé d'insister, et le silence a repris sa place, plus épais, plus lourd. Mais ce sont ces silences-là qui creusent les premières fissures. Pas les cris, pas les disputes. Non, les silences, parce qu'ils laissent de la place aux pensées. Et mes pensées, ce jour-là, se sont engouffrées dans chaque interstice, révélant des zones de moi que j'avais longtemps ignorées. Je me suis surprise à réfléchir à ma vie, à mon mariage. Aux années qui s'étaient écoulées, à la routine rassurante mais étouffante parfois. J'avais tout pour être heureuse, et pourtant, ce trouble m'indiquait qu'il manquait quelque chose. Un manque que je n'avais jamais osé regarder en face. Un geste a cristallisé ce malaise. Je mettais de la crème solaire sur le dos de ma fille quand Lucas est passé derrière moi pour attraper une serviette. Nos bras se sont effleurés. Rien d'exceptionnel. Un contact bref, anodin. Mais à cet instant, une décharge m'a traversé. Comme si mon corps avait réagi avant même que mon esprit ne comprenne. J'ai sursauté imperceptiblement, puis j'ai continué comme si de rien n'était. Mais en moi, c'était le chaos. Comment un geste aussi simple pouvait-il déclencher une telle vague intérieure? Je me suis immédiatement jugée. Honteuse, troublée, coupable. Mais au-delà de la honte, une évidence s'imposait. Il y avait en moi une faille, une fragilité que je n'avais jamais soupçonnée. Alors j'ai redoublé d'efforts pour paraître normale. J'ai ri plus fort avec les enfants, j'ai montré plus d'affection à mon mari, comme pour masquer le tumulte intérieur. Mais derrière ce théâtre, je savais que rien ne serait plus pareil. Parce qu'une fois qu'une fissure apparaît, on peut la recouvrir, la maquiller, faire semblant. Mais elle est là, et tôt ou tard, elle s'élargit. Ce jour-là, j'ai compris que les silences pouvaient être plus dangereux que les mots.
qu'ils pouvaient devenir des espaces où se glissaient les vérités qu'on ne veut pas voir. Et moi, sans m'en rendre compte, j'étais déjà en train de marcher sur une ligne fragile, au bord d'un précipice intérieur. Il existe des instants minuscules qui bouleversent une vie. Pas des événements spectaculaires, pas des cris ni des aveux. Juste un détail, une seconde de trop, un geste anodin. Pourtant, ces moments-là marquent une frontière invisible, un avant et un après. Ce soir-là, sur la plage, j'ai vécu l'un de ces instants. Le soleil commençait à descendre doucement, peignant le ciel d'orange et de rose. La chaleur se faisait plus douce, et l'air portait cette fraîcheur légère de fin d'après-midi. Autour de nous, les familles repliaient leurs affaires, les parasols s'abaissaient, les voix s'éteignaient peu à peu. Mais nous restions encore, comme pour retenir un peu de cette parenthèse. J'étais assise sur ma serviette, les jambes repliées, les pieds enfouis dans le sable. Les enfants, encore énergiques malgré la fatigue, s'obstinaient à construire un dernier château. Mon mari, à quelques pas, parlait au téléphone, absorbé par une conversation qui semblait sérieuse. Et puis, Lucas est venu s'asseoir près de moi. Cette fois, il ne s'était pas placé à distance. Il s'était installé à ma gauche, assez proche pour que je sente sa présence, mais pas au point d'en être gêné. Un équilibre étrange, fragile, qui me mit immédiatement sur mes gardes. Le silence s'est installé. Ni lui ni moi ne parlions. Seul le bruit des vagues nous enveloppait. Puis, sans prévenir, nos regards se sont croisés. C'était bref, mais pas assez. Une seconde de trop. Dans ses yeux, je n'ai pas vu un enfant. Je n'y ai pas vu non plus un homme accompli. Non, j'y ai vu une intensité indéfinissable, comme un mélange de gravité, de retenue et de quelque chose d'autre, que je n'osais pas nommer. Et dans ce court échange, j'ai senti mon cœur se contracter. Une chaleur étrange a parcouru ma poitrine. Je me suis empressée de détourner les yeux, comme si ce regard avait révélé une vérité que je refusais d'affronter. Quelques minutes plus tard, un incident banal a cristallisé ce trouble. Le vent s'était levé et avait renversé une serviette. J'ai tendu la main pour la ramasser au même moment que lui. Nos doigts se sont frôlés. Un contact d'à peine une seconde. Rien de plus, mais pour moi, ce fut comme une étincelle. Une décharge subtile, mais réelle. Je me suis retirée brusquement, feignant l'indifférence. Lui non plus n'a rien montré. Mais le silence qui a suivi en disait plus que 1000 mots. Je me suis alors noyée dans mes pensées. Comment pouvais-je réagir ainsi à un geste si banal? Pourquoi mon corps trahissait-il des choses que je refusais de penser? Je me suis répété que c'était absurde, que je me faisais des idées. Mais la vérité, c'est que quelque chose avait changé. Je n'ai rien dit, à personne. J'ai enfoui ce trouble derrière des rires forcés. J'ai pris mes enfants dans mes bras, j'ai souri à mon mari, j'ai multiplié les gestes de tendresse, comme pour effacer l'ombre de ce que je venais de ressentir. Mais au fond, je savais que cet éclat m'avait marqué. Ce n'était pas de l'amour. Pas un désir clair, encore moins une intention. C'était un vertige, une faille qui venait de s'ouvrir dans le mur de mes certitudes. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas d'y repenser. Les enfants dormaient, mon mari conduisait, et Lucas regardait la route par la fenêtre, silencieux comme toujours. Mais moi, je revivais en boucle cette seconde de trop, ce frôlement accidentel. Et c'est là que la peur est née. Pas la peur de lui. Pas la peur de ce qu'il pouvait penser. Mais la peur de moi-même. De ce que j'étais capable de ressentir. De ce que cela révélait de mes manques, de mes failles, de mes vérités cachées. Parce que, dans ce regard et dans ce frôlement, il y avait quelque chose que je ne pouvais pas nier. Quelque chose qui disait, tu n'es pas seulement une mère. Tu n'es pas seulement une épouse. Tu es encore une femme. Et c'était peut-être ça, le plus dérangeant. L'éclat du non-dit avait ouvert une brèche. Et désormais, même si je le voulais, je ne pouvais plus revenir en arrière. Le retour de la plage se fit dans une atmosphère calme. Les enfants, vidés par le soleil et la mer, s'étaient endormis à l'arrière de la voiture, leur tête ballottant doucement au rythme de la route. Mon mari conduisait, attentif comme toujours, une main sur le volant, l'autre ajustant distraitement la radio. Et moi, je fixais le paysage qui défilait, mais sans rien voir. Lucas, assis près de la fenêtre, avait remis ses écouteurs. Son visage restait impassible, ses yeux rivés vers l'extérieur. Rien en lui ne trahissait la moindre émotion. Et pourtant, en moi, tout bouillonnait. Le silence dans l'habitacle avait quelque chose d'étrange. Pas pesant, pas inconfortable, mais assourdissant, parce que mes pensées, elles, criaient. Elles ne me laissaient aucun répit. Depuis cette journée, je ne pouvais plus nier. Ce regard, ce frôlement. Des détails, oui, mais des détails capables d'ébranler mes certitudes. Et ces certitudes, c'était ma vie. Mon rôle d'épouse, mon rôle de mère, tout ce que j'avais construit avec soin au fil des années. Alors pourquoi une seconde de trop dans un regard, un contact si banal, avait-il suffi à réveiller en moi une tempête? Arrivé à la maison, j'ai repris mes gestes habituels. Douche rapide, dîner improvisé, enfant couché. Mon mari s'est installé devant la télévision, épuisé, avant de monter se coucher sans un mot.
Et moi, je suis restée seule dans la cuisine, face à l'évier encore rempli de vaisselle. En levant les yeux, j'ai aperçu mon reflet dans la vitre sombre. Et ce reflet m'a troublée. Je ne voyais plus seulement une femme ordinaire, occupée à tenir sa maison. Non, je voyais une étrangère, une femme qui cachait derrière ses sourires et sa routine des zones d'ombre qu'elle refusait d'explorer. C'est là que j'ai compris, Lucas n'était pas seulement lui-même dans cette histoire. Il était devenu un miroir. Pas un miroir qui me montrait son image à lui, mais un miroir qui me renvoyait la mienne. Et ce que je voyais me dérangeait, parce que je n'étais pas celle que j'avais toujours cru être. J'avais pensé être comblée, j'avais pensé avoir trouvé ma place dans ce mariage, dans cette famille recomposée. Mais la vérité, c'est qu'il y avait en moi un vide. Une faille, quelque chose que je n'avais jamais osé regarder en face, et que cette journée avait brutalement révélé. Je me suis demandé si d'autres femmes vivaient la même chose. Si d'autres épouses, d'autres mères, s'étaient déjà senties prises au piège d'un rôle qui, au fond, ne disait pas toute leur vérité. On parle souvent de l'amour, de la fidélité, comme si tout était simple. Mais personne ne parle de ces contradictions intérieures, de ces désirs qui surgissent sans prévenir. Lucas n'était peut-être pas la cause. Il était le révélateur, celui qui, par sa simple présence, avait mis en lumière une vérité que je cachais depuis longtemps. Je m'étais oubliée. Ce soir-là, incapable de dormir, je me suis réfugiée dans ma chambre. J'ai pris un carnet qui traînait sur ma table de chevet et j'ai commencé à écrire. Les mots sortaient sans filtre, bruts, presque douloureux. Je suis troublée, je ne comprends pas ce que je ressens. J'ai honte de moi, mais je ne peux pas nier cette vérité. Je ne suis pas seulement épouse et mère. Je suis aussi une femme, avec ses manques, ses contradictions. Écrire m'a soulagée, un peu. Mais cela m'a aussi effrayée. Parce qu'une fois les mots posés, je ne pouvais plus faire semblant. Ce n'était plus un simple malaise passager. C'était réel. En refermant mon carnet, j'ai compris que je me trouvais à un carrefour intérieur. J'avais deux choix. Continuer à me taire, à recouvrir cette faille sous des couches de silence, ou bien accepter de regarder en face ce que ce miroir me révélait. Et même si cela me terrifiait, je savais déjà que je ne pourrais plus faire marche arrière. Parce que parfois, ce ne sont pas les autres qui nous bouleversent. Parfois, c'est simplement leur regard qui nous force à nous voir tels que nous sommes vraiment. Et moi, ce soir-là, je me suis vue autrement. Fragile, contradictoire, mais étrangement plus vivante que je ne l'avais été depuis longtemps. Les jours qui ont suivi la plage auraient pu paraître normaux. La maison bruissait de vie comme toujours, les rires des enfants, le bruit de la télévision, les conversations banales autour des repas. De l'extérieur, rien n'avait changé. Mais à l'intérieur de moi, je portais une ombre. Une ombre discrète, mais constante, qui pesait sur chaque instant. C'était le doute. Je doutais de mes pensées, de mes gestes, de ce que j'avais ressenti. Je doutais même de ma capacité à continuer comme si de rien n'était. Chaque sourire, chaque moment de tendresse avec mon mari me semblait teinté d'artifice. Non pas que je ne l'aimais plus, mais cet amour avait perdu sa spontanéité. Il ressemblait à une habitude, solide, rassurante, mais sans éclat. Je l'observais souvent, mon mari. Sa manière prévisible d'organiser nos journées, sa rigueur, son sérieux. Il incarnait la stabilité, l'encre qui m'empêchait de dériver. Et pourtant, cette stabilité, autrefois rassurante, m'apparaissait maintenant comme une mer trop calme, incapable de refléter mes tempêtes intérieures. Avec Lucas, c'était l'opposé. Rien n'était dit, rien n'était clair. Et pourtant, dans ces silences, dans ces regards furtifs, je ressentais une intensité qui me troublait. Un vertige qui m'échappait mais qui, paradoxalement, me faisait me sentir vivante. Alors je me suis posé la question la plus douloureuse. Qu'est-ce que je cherchais réellement? Était-ce de l'amour? Non. Était-ce du désir? Pas seulement. C'était peut-être autre chose. Une soif d'intensité, de surprise, d'inattendu. Une manière de me rappeler que je n'étais pas seulement une femme rangée dans une case, mais encore quelqu'un capable de vibrer. Et ce constat me remplissait de culpabilité. Parce qu'en le ressentant, j'avais l'impression de trahir. Non seulement mon mari, mais aussi la femme que j'avais toujours voulu être. Loyale, forte, irréprochable. Chaque soir, au dîner, je sentais ce tiraillement. Mon mari parlait de son travail, les enfants plaisantaient, Lucas restait silencieux. Et moi, je me trouvais à l'observer malgré moi, à attendre qu'il relève la tête. Et quand nos regards se croisaient, ne serait-ce qu'un instant, c'était comme une gifle. Une seconde trop longue, un frisson trop évident. Je me disais, arrête. Tu inventes tout cela, c'est toi qui projettes. Mais le doute revenait toujours. Et cette ombre grandissait. Un soir, je me suis rappelé les débuts avec mon mari. Les promesses, les gestes tendres, les regards pleins de feu. Nous étions jeunes, insouciants, impatients de construire ensemble. Mais les années avaient transformé cette passion en routine. Douce, certes, stable, oui, mais sans cette intensité que je croyais éternelle. Et je me suis demandé, Lucas n'était-il pas seulement un miroir de ce manque? Une façon pour moi de confronter ce que j'avais perdu,
ce que j'avais laissé s'endormir en moi? Peut-être que ce n'était pas lui, au fond. Peut-être que c'était moi, qui cherchais à combler un vide. Ces pensées me hantaient, elles me volaient mon sommeil. La nuit, alors que mon mari dormait paisiblement à mes côtés, je restais éveillée, fixant le plafond. Et je me posais la question que je n'avais jamais osé formuler à voix haute, et si ce trouble n'avait rien à voir avec Lucas? Et si j'aurais pu le ressentir face à n'importe qui d'autre, à n'importe quel miroir tendu à mes manques? Mais si tel était le cas, alors cela voulait dire que ma vie n'était pas aussi solide que je le croyais. Que sous la surface de ma belle normalité se cachait une faille bien plus profonde. Cette prise de conscience me terrifiait, parce qu'elle signifiait que je n'étais plus seulement troublée par Lucas, mais par ma propre vérité. Une vérité que je ne savais pas encore nommer, mais qui me poursuivait à chaque pas. L'ombre du doute s'était installée pour de bon. Elle s'accrochait à moi, discrète mais persistante. Et je savais qu'elle ne disparaîtrait pas facilement. Il suffit parfois d'un simple accrochage pour réveiller tout ce que l'on cache. Chez nous, ce fut un dîner. Ordinaire en apparence, mais qui a révélé ce que chacun portait en silence. La table était dressée simplement. Les enfants bavardaient, se disputant à propos d'un jouet qu'ils s'arrachaient en riant à moitié, pleurnichant l'instant d'après. Mon mari, déjà fatigué de sa journée, fronçait les sourcils, agacé par le vacarme. Lucas, comme à son habitude, mangeait en silence, l'air absent, les yeux fixés sur son assiette. Et moi, je tentais de maintenir un semblant d'équilibre, jonglant entre les caprices des plus jeunes et l'humeur tendue de leur père. Puis, d'un coup, mon mari a éclaté. Sa voix a claqué dans l'air. J'en ai assez. Je rentre épuisée et je ne trouve que désordre et agitation. Vous ne respectez rien. Un silence s'est abattu sur la pièce. Les enfants, figés, ont baissé les yeux. Je sentais mon cœur battre plus fort, essayant de désamorcer l'instant, mais avant que je puisse dire un mot, Lucas a lâché sa fourchette. Sa voix était basse, mais ferme. Peut-être que le problème ne vient pas seulement de nous. La phrase a résonné comme un coup de tonnerre. Mon mari a tourné la tête vers lui, surpris, presque choqué de cette audace. Moi, je suis restée immobile, incapable de bouger. C'était rare que Lucas parle ainsi. Rare qu'il s'oppose. Mais dans son ton, il y avait une vérité que je n'avais jamais osé prononcer moi-même. Et en l'entendant, quelque chose en moi s'est fissuré. La tension a alors explosé. Mon mari s'est emporté, évoquant ses efforts, son travail, ses sacrifices. Lucas a répliqué par bribes, des phrases courtes, mais tranchantes. Leurs voix se heurtaient, comme deux vagues contraires prêtes à engloutir tout autour. Et moi, au milieu, je sentais la tempête naître. J'ai croisé le regard de Lucas. Ce n'était pas un regard de provocation. C'était un regard blessé, presque suppliant. Comme s'il attendait que quelqu'un le comprenne enfin. Et ce regard m'a désarmé, parce que je comprenais trop bien. Alors, sans réfléchir, j'ai parlé. Peut-être qu'il a raison. On devrait peut-être chercher à comprendre pourquoi il se sent comme ça. Mes mots ont résonné dans l'air lourd. Mon mari m'a fixé, interloqué, presque trahi. Les enfants me regardaient sans comprendre. Et Lucas, lui, a baissé les yeux, comme s'il venait d'entendre la chose qu'il attendait depuis longtemps. J'avais pris sa défense, subtilement, timidement, mais je l'avais fait. Et à cet instant, j'ai su que nous avions franchi une ligne invisible. La dispute s'est éteinte après ça, laissant derrière elle un silence encore plus pesant. La soirée a continué mécaniquement, débarrasser la table, préparer les enfants pour la nuit, chacun enfermé dans ses pensées. Mon mari est monté se coucher sans un mot. Les petits se sont réfugiés dans leur chambre. Et moi, je suis restée dans la cuisine, seule, le cœur battant à tout rompre. J'avais pris parti, je l'avais fait presque malgré moi, mais je savais que ce geste ne serait pas oublié. Qu'il marquerait un avant et un après dans l'équilibre fragile de notre famille. Et c'est là que la véritable tempête s'est levée en moi. Je ne pouvais plus nier ce qui me bouleversait. Ce n'était plus une simple impression passagère, ni un trouble vague. Non, c'était une onde, une vérité qui grandissait à chaque instant. Lucas et moi n'avions rien échangé de concret, pas de mots, pas de gestes interdits. Mais une complicité silencieuse venait de naître. Une complicité dangereuse. Chaque silence après ce dîner me paraissait plus lourd qu'avant. Chaque regard, plus intense. Je luttais de toutes mes forces pour garder mes distances, pour rester droite. Mais plus je résistais, plus je sentais en moi ce vertige s'amplifier. Un soir, après une nouvelle tension entre lui et son père, je l'ai croisé dans le couloir. Il ne m'a pas parlé. Moi non plus, mais ses yeux disaient tout. La colère, la douleur, et ce besoin d'être compris. Et dans ce bref échange silencieux, j'ai senti que nous partagions la même tempête. Pas la même cause, pas la même histoire, mais le même tumulte intérieur. Cette nuit-là, en m'allongeant dans mon lit, j'ai compris quelque chose. La distance entre mon mari et moi n'était pas née ce soir-là. Elle existait depuis longtemps, discrète mais persistante. Lucas n'avait fait que mettre en lumière cette fracture. Et dans cette vérité, j'ai senti la tempête grandir. Non plus seulement autour de moi, mais en moi.
Il arrive un moment où l'on ne peut plus fuir, où l'on cesse de se raconter des histoires, où l'on regarde enfin la vérité en face. Pour moi, ce moment était arrivé. Depuis la plage, depuis la dispute, depuis ces silences partagés, je savais déjà. Mais j'avais refusé d'admettre, j'avais préféré mettre des couches de déni, me persuader que ce n'était rien, qu'un trouble passager. Pourtant, la vérité me revenait toujours, comme une marée qui s'obstine à recouvrir le rivage. Oui, Lucas me troublait, pas comme une mère est troublée par son enfant, pas comme une adulte attendrie par un adolescent en recherche d'identité. Non, c'était autre chose, un vertige, un ébranlement, une intensité qui me dépassait. Et rien que de le penser, j'avais honte. La culpabilité était devenue mon ombre. Elle me suivait partout. Quand je souriais à mon mari, j'avais l'impression de trahir. Quand je bordais mes enfants, je me sentais indigne. Même mes propres pensées me condamnaient. Comment en étais-je arrivée là? Moi qui avais toujours cru être forte, loyale, irréprochable. J'étais désormais déchirée par des sentiments que je n'aurais jamais imaginé ressentir. Je me suis souvent demandé si Lucas percevait ce qui se passait en moi. Si, derrière mes sourires maladroits et mes silences, il devinait le tumulte intérieur. Parfois, son regard semblait s'attarder sur moi un peu trop longtemps, comme un écho muet. Mais je n'osais pas aller plus loin, parce qu'au fond, je savais que franchir une ligne ne détruirait pas seulement ma famille. Cela me détruirait moi aussi. Alors je restais prisonnière de cette dualité. La culpabilité, d'un côté, qui me hurlait que je trahissais tout ce que j'avais construit. La vérité, de l'autre, qui me murmurait que je ne pouvais plus nier ce que je ressentais. Ce combat intérieur m'épuisait. Mes gestes quotidiens devenaient mécaniques. Je riais quand il fallait rire, j'écoutais quand on me parlait, mais dès que je me retrouvais seule, mes pensées m'engloutissaient. Je revoyais ces instants, le regard sur la plage, le frôlement de nos mains, la complicité silencieuse pendant la dispute. Tout revenait en boucle. Alors j'ai cherché à comprendre. Était-ce vraiment Lucas, ou bien était-il seulement le miroir d'un vide plus ancien? Était-il la cause, ou le révélateur? Car en vérité, ce que je ressentais n'était pas seulement pour lui. C'était un cri étouffé en moi depuis des années. Celui d'une femme qui, derrière son rôle d'épouse et de mère, avait oublié qu'elle pouvait encore désirer, vibrer, exister autrement. Lucas n'était peut-être que l'étincelle, le catalyseur d'un feu qui dormait depuis longtemps. Mais cela ne rendait pas ma culpabilité plus légère. Bien au contraire, parce qu'admettre cette vérité, c'était reconnaître que ma vie n'était pas aussi parfaite que je le croyais. Que derrière les sourires de façade, il y avait des fissures profondes. Un soir, incapable de dormir, j'ai pris mon carnet. Celui où j'avais griffonné quelques mots, comme des cris muets. J'y ai écrit, je suis coupable, mais je suis vrai. Ce que je ressens me fait honte, mais je ne peux plus le nier. J'ai besoin de comprendre qui je suis, au-delà des rôles qu'on attend de moi. Écrire ces phrases m'a libéré un instant. Comme si les mettre sur le papier les sortaient de ma poitrine. Mais cela m'a aussi glacée. Parce que désormais, elles existaient. Noir sur blanc, réelles. Je n'avais pas de solution. Pas de plan. Je savais seulement une chose. Je ne pouvais plus continuer à me mentir. Pas seulement à mon mari, pas seulement à ma famille, mais à moi-même. La culpabilité continuerait à me ronger, je le savais. Mais peut-être qu'il y avait dans la vérité, aussi douloureuse soit-elle, une forme de salut. Ce soir-là, devant mon reflet dans le miroir de la salle de bain, j'ai cherché mon propre regard. Je n'ai pas vu une criminelle. Je n'ai pas vu une femme indigne. J'ai vu une femme humaine. Fatiguée, contradictoire, imparfaite, mais vivante. Et peut-être que c'était ça, finalement, le début d'une réconciliation avec moi-même. Entre culpabilité et vérité, mon cœur restait écartelé. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur de regarder cette vérité en face. On dit souvent que la mer garde les confidences de ceux qui s'y abandonnent. Qu'elle engloutit nos secrets dans ses profondeurs pour les ramener plus tard, sous une autre forme. Je crois que ce jour à la plage, la mer m'a renvoyé l'écho d'une vérité que je n'avais jamais osé affronter. Quand je ferme les yeux, je revois ce rivage. Les rires de mes enfants, le sérieux de mon mari, le silence de Lucas. Tout semble encore flotter dans l'air, comme une scène suspendue. Mais derrière l'image lumineuse, je sais désormais ce qui se jouait vraiment. Une fissure s'était ouverte en moi. Ce n'est pas le regard prolongé ni le frôlement de nos mains qui m'ont le plus marqué. C'est ce qu'ils ont révélé. Une part de moi que j'avais oubliée, ou plutôt, que j'avais étouffée sous le poids des responsabilités, des habitudes, des années. La vérité, c'est que je ne suis pas qu'une épouse. Je ne suis pas seulement une mère. Je suis aussi une femme, avec des désirs, des contradictions, des failles. Et même si cela m'effraie, je ne peux plus l'ignorer. Lucas n'a pas été la cause de ce bouleversement. Il en a été le miroir. Sa présence silencieuse, ses regards fuyants, son air détaché. Tout cela a réveillé en moi une réalité enfouie. Comme s'il m'avait tendu un reflet de mon propre vide intérieur. Alors oui, j'ai ressenti de la honte. Oui, j'ai porté le poids de la culpabilité. Mais au milieu de tout cela, il y a eu une autre révélation. Je suis encore capable d'éprouver.
capable de vibrer, capable de me sentir vivante. Et c'est peut-être ça, la véritable leçon du rivage. La mer m'a appris que les existences lisses et parfaites ne sont souvent qu'une illusion. Que au-dessous des vagues tranquilles, il y a toujours des courants invisibles, des mouvements que personne ne voit mais qui façonnent tout. Ma vie semblait stable, équilibrée, heureuse. Mais au fond, elle cachait une faille que je refusais de regarder. Aujourd'hui, je comprends que cette faille n'est pas une condamnation. Elle est une invitation à me reconnecter avec moi-même, à cesser de me définir uniquement par ce que j'apporte aux autres. Parce qu'à force d'être l'épouse, la mère, la belle-mère, j'avais oublié la femme. Cela ne veut pas dire que je doive tout détruire, ni que je doive céder à mes vertiges. Non, la leçon, ce n'est pas de franchir l'interdit. La leçon, c'est d'apprendre à écouter ces émotions comme des signaux, comme des révélateurs de ce que nous avons enfoui. Mon mari reste mon compagnon de route. Mes enfants, ma raison d'avancer. Lucas, une énigme, mais surtout un déclencheur. Il a réveillé en moi un dialogue que j'évitais depuis trop longtemps, celui avec ma propre vérité. Alors si je devais transmettre un message, ce serait celui-ci, n'ayez pas peur de vos contradictions. Ne croyez pas que vos silences ou vos désirs inavoués font de vous des êtres indignes. Ils vous rappellent simplement que vous êtes humain. Quand je repense à cette plage, je n'y vois plus seulement une journée d'été. J'y vois une métaphore, le sable chaud sous mes pieds, symbole de la stabilité apparente. Les vagues, symbole des émotions qui reviennent toujours, peu importe combien on tente de les repousser. Et l'horizon, immense, qui me rappelle qu'il y a encore en moi des territoires inconnus à explorer. J'ai appris que la véritable force n'est pas de prétendre être parfaite, mais d'accepter d'être imparfaite. De reconnaître ses failles et d'y trouver une forme de vérité. Oui, j'ai douté. Oui, j'ai ressenti des choses que je n'aurais jamais cru possibles. Mais au lieu d'y voir une condamnation, j'ai choisi d'y voir une révélation. Une manière de me rappeler que je ne suis pas seulement définie par ce qu'on attend de moi, mais aussi par ce que je découvre en moi. Alors, si la mer garde vraiment nos secrets, elle sait déjà le mien. Ce n'était pas un piège. Ce n'était pas une faute. C'était une vérité, inconfortable, mais nécessaire. La leçon du rivage, pour moi, est claire. Parfois, ce qui nous bouleverse n'est pas là pour nous briser, mais pour nous réveiller.